Visite d'amitié et de travail du président de la République par intérim en Mauritanie. L'aspect sécuritaire était au centre des échanges et déjà les autorités mauritaniennes s'engagent. À Tombouctou, la vie reprend son cours petit à petit, un climat d'apaisement dû à la présence des armées maliennes et françaises, mais aussi à une collaboration étroite avec les populations. La chronique santé s'intéresse aujourd'hui aux grossesses gémellaires et multiples, un phénomène pas très bien expliqué qui tend à prendre de l'ampleur avec la procréation médicalement assistée. Les détails dans ce journal avec Tessira Dambeli. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Visite du président de la République par intérim en Mauritanie. Djokounda Traoré a été reçu avec tous les honneurs à Nouakchott. Les échanges entre Maliens et Mauritaniens ont porté entre autres sur l'aspect sécuritaire. Pour la réussite de cette dernière coopération, on annonce la reprise des concertations très bientôt entre les états-majors du Mali et de la Mauritanie. Les deux parties ont également signé un communiqué conjoint sur différents accords après les entrevues avec les autorités mauritaniennes. Le président de la République par intérim, Djokounda Traoré, a visité 4 sites à Nouakchott. Il s'agit du port autonome de Nouakchott, de la station de pompage et de traitement d'eau et de l'ambassade du Mali où il a rencontré nos compatriotes vivant en Mauritanie. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Drissa Traoré dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons avec ce communiqué de presse. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans la journée du jeudi 7 mars 2013, un véhicule de transport reliant Bintagungu à Tonka a été attaqué par des hommes armés, faisant 4 morts parmi les passagers et des biens ont été emportés. Selon des témoignages des rescapés, cette attaque serait perpétrée par des hommes appartenant au mouvement national de libération de l'Azawad Emenela. Parmi les victimes figurent le propriétaire du véhicule, le convoyeur, un apprenti chauffeur et un passager. Les assaillants, au nombre de 4, dont un ex-caporal déserteur qui se déplace à moto et en véhicule, sont armés de pistolets mitrailleurs. Auparavant, le 5 mars 2013, une camionnette de transport civil de couleur bleue avec à bord 14 passagers dont 5 femmes a été attaquée entre Léré et Nampala par un groupe armé à bord de 2 véhicules pick-up. Après avoir dépouillé les passagers de leurs biens, les assaillants se sont adonnés à des actes d'humiliation sur les femmes avant de les relâcher avec un vieillard. Ces rescapés ont regagné Nyono. Les assaillants gardent encore en otage 6 autres passagers dans les forêts avoisinantes. Les attaques, de par leur caractère, portent la marque des combattants du MNLA. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que des patrouilles sont en cours pour ramener la sécurité dans les zones libérées. Les auteurs de ces forfaits seront recherchés et traduits devant les juridictions compétentes. Le chef d'état-major général des armées invite les populations au calme et à ne pas céder à l'amalgame. Les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration ont été édifiés sur le rôle et les activités du Fonds monétaire international FMI. C'était au cours d'une conférence animée par le chef de la mission de l'institution au Mali, le compte-rendu de Brahma Traoré. À l'École nationale d'administration, un cours d'économie pas comme les autres. Professeur du jour, le chef de la mission du Fonds monétaire international. L'exercice consiste à rappeler et à approfondir les connaissances des élèves fonctionnaires de l'établissement sur le rôle de l'institution financière mondiale. Le FMI est chargé d'apporter de l'assistance technique et de prêter de l'argent aux pays membres qui ont des difficultés de balance des paiements. Il joue également un rôle de surveillance vis-à-vis de ces pays. Un exercice d'explication et d'éclaircissement au terme duquel les attentes semblent être comblées. Les gens ont beaucoup de préjugés sur les organisations financières qui viennent au secours ou à l'aide de nos différents États. On a été vraiment édifiés sur les rôles, les missions et puis les attentes de ces organisations. Dorénavant, comme c'est nous qui serons appelés à diriger ces pays et à être au contact étroit avec ces institutions, je pense qu'on saura sur quel pied danser. Du côté du département en charge de l'économie et des finances, on n'en dit pas moins. Selon son premier responsable, le FMI est un bon ami du Mali, comme illustre bien cette décision de l'institution financière au mois de janvier dernier.
le conseil d'administration a décidé d'accorder au Mali un premier décaissement au titre de la facilité rapide de crédit d'un montant équivalent à 9 milliards de francs CFA, qui a été déboursé. Donc en général, quand le conseil d'administration du FMI décide d'accorder un décaissement à un pays, c'est que les choses se passent bien. Pour que les choses aillent encore mieux, le Mali doit diversifier son économie. Principales recommandations du FMI. Pour y arriver, l'accent doit être mis sur les secteurs porteurs tels l'agriculture et les ressources minières. Notre objectif est justement d'inverser les choses. Et si aujourd'hui on parle de secteur aurifère, le secteur aurifère est essentiellement un secteur d'exportation. Il y a un très fort potentiel dans l'agriculture pour produire d'abord et exporter les produits agricoles à l'état brut. Le Mali peut être producteur et exportateur de maïs, de sorgho, de mil, de riz. C'est tout ça là, les projets qui sont dans le pipe. Projets sur lesquels les autorités nationales doivent davantage travailler pour assurer le progrès et la prospérité du Mali. Cet autre communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants, communiqué ainsi libellé depuis quelques jours, certains médias nationaux et internationaux font état d'une déclaration séditieuse d'un certain capitaine Touré en mission au nord du pays, notamment à Gao. Il ressort des vérifications effectuées auprès de la chaîne de commandement sur place qu'il n'y a aucun officier de ce grade répondant à ce nom ni à Gao ni dans les autres secteurs opérationnels du territoire. En conséquence, le directeur de l'information et des relations publiques des armées invite la presse nationale et internationale à plus de vigilance face à des entreprises obscures qui cherchent à compromettre la cohésion et la discipline au sein des troupes sur le terrain. Tout en réaffirmant son attachement à la liberté d'expression, une des valeurs fondamentales consacrées par la Constitution du Mali, le directeur de l'information et des relations publiques des armées en appelle au sens de responsabilité et à l'esprit patriotique de toutes et de tous en cette période difficile de notre pays. Dans le contexte actuel de mobilisation générale et au regard de la situation d'urgence que vit notre pays, certains actes de défiance à l'autorité publique pourraient fragiliser davantage le processus de retour à la normale. Des investigations judiciaires sont en cours par les services compétents pour identifier le ou les vrais auteurs de cette lettre, supposée ou réelle, qui cherche à démobiliser notre armée sur le terrain. L'ensemble des autorités militaires et sécuritaires du pays réaffirment leur engagement à garantir les libertés fondamentales, dont la liberté de presse au Mali. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Et justement, toujours dans le même sens, le Conseil supérieur de la communication a appris avec émotion une nouvelle interpellation de journalistes au Mali en la personne du directeur de publication du journal Le Républicain, en la personne de Boukari Daour. Cette interpellation abusive, comme nous avons eu à le dire à chaque fois, est une atteinte grave aux libertés démocratiques. Le Conseil supérieur de la communication, en tant que garant de la liberté de la presse, exprime son inquiétude et condamne toute forme de restriction à son plein exercice. Cependant, le Conseil rappelle que la liberté de presse rime avec le sens de la responsabilité. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication invite tous les hommes de médias à faire preuve de professionnalisme, de discernement et de responsabilité dans leur travail de collecte et de diffusion de l'information, particulièrement en cette période de guerre dans laquelle se trouve plongé notre pays. Et les responsables des organisations fêtières de la presse privée malienne réunis en assemblée générale à la Maison de la Presse ce jour ont l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale l'instauration de journées sans presse à compter du mardi 12 mars 2013 jusqu'à la libération de Boukari Daour, directeur de publication du journal Le Républicain, détenu à la sécurité d'État depuis le 6 mars dernier. La non-couverture de toutes les activités institutionnelles jusqu'à nouvel ordre et le dépôt d'une plainte contre l'État pour arrestation arbitraire de notre confrère du journal Le Républicain. L'Assemblée générale sait pouvoir compter sur la compréhension, l'accompagnement et la solidarité de tous les démocrates épris de justice, de liberté et de paix.
Remise ce matin de 20 brancards roulants au ministère de la Santé, un don de l'ambassade de France qui vient améliorer le plateau technique des structures sanitaires du pays. La valeur du don est estimée à 9,5 millions de francs CFA. Ramata Konate. La France, encore au chevet du Mali, le pays de François Hollande vient d'offrir gracieusement 20 brancards roulants au ministère de la Santé. Ce don destiné aux hôpitaux de la place devra contribuer à une meilleure prise en charge des blessés. Ce don permettra aux hôpitaux de disposer de brancards supplémentaires pour une meilleure prise en charge des urgences. En effet, nos médecins urgentistes n'auront plus à soigner dans les couloirs, à même le sol des patients. Pour ma part, je puis vous assurer que ces chariots brancards feront l'objet de l'utilisation la plus efficiente. La valeur de ces 20 brancards roulants est estimée à 9,5 millions de francs CFA. Ce geste répond à un besoin exprimé il y a un mois par le département de la santé au profit des hôpitaux. Les ressortissants de Dianké dans la commune de Niafenké ont remis 2 millions de francs CFA au ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette somme est la contribution à l'effort de guerre des ressortissants de Dianké. Dianké, c'est dans la commune de Niafenké. La remise s'est déroulée aujourd'hui dans les locaux du ministère de l'économie, des finances et du budget. Voilà 2 millions de francs CFA des ressortissants de Dianké à l'effort de guerre. La société Isovison, à travers l'ORTM, a remis cet après-midi des kits sanitaires au ministère de la Défense et des anciens combattants du matériel consommable destiné aux militaires engagés au front. Mohamed Diarra. La collaboration ORTM-Isovisio engrange des résultats au fur et à mesure. Et cette fois-ci, le résultat est à l'avantage des forces armées et de sécurité. Ainsi, la société Isovisio, par l'entremise de l'ORTM, vient de remettre des cartons de kits sanitaires aux forces armées du Mali. Au total, ce sont 1000 kits individuels en raison de 100 par carton. Son nom l'indique, c'est pour les premiers soins. Des bandages microporeux, des bandes extensibles auto-adhérentes, des bandes écharpes, des ciseaux et des épingles à nourrice. En plus de cela, nous, de la communication, nous vous apportons beaucoup plus que ce matériel parce que nous vous apportons notre assistance et notre voix, disons notre disponibilité tout entière pour être ensemble sur la ligne de front. Pour le donateur, le geste suit une logique, celle de soutenir nos forces armées qui s'attellent à surmonter la dure épreuve que constitue la guerre au nord du pays. Ceci s'inscrit pour Isovision, mon entreprise, dans une démarche de continuité, de présence, d'assistance, d'aide et de compréhension des difficultés que sont les difficultés de ceux qui sont nos amis. Et c'est donc dans ce cadre et dans cet esprit que nous avons voulu nous inscrire dans la durée, dans la confiance et dans un esprit de partenariat. Naturellement, le bénéficiaire apprécie le geste et salue son importance dans la sauvegarde des vies. L'armée a besoin de tout. Et ça, c'est très très utile actuellement sur le front. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Communication. Adi Traoré a salué ce bel exemple de partenariat entre l'ORTM et Isovisio. L'école française Liberté a rouvert après 2 mois de fermeture pour raison de sécurité. Les forces de sécurité du Mali et de la France sont sur place désormais pour assurer la quiétude des élèves et du personnel. L'ambassadeur de France était sur place pour constater de visu la reprise effective des cours. Ibrahima Traoré également avec son équipe. Sécurité maximale ce lundi matin autour de l'école française Liberté de Bamako qui accueille de nouveau ses élèves. Les camarades de classe se retrouvent dans une atmosphère relativement détendue après 2 mois de fermeture de leur établissement. Comme d'habitude, comme si on les avait quittés hier, ils rentrent, vous avez vu, dans la grande sérénité, tout le monde rentre dans le calme. Je pense qu'ils sont aussi très contents parce que le problème de rester chez soi, c'est l'isolement. Donc là, ils vont retrouver les copains, une petite vie sociale et ils vont être très contents de retrouver même leurs professeurs, peut-être même le proviseur également. J'ai pas trop envie. Pourquoi Parce qu'avant, on était tranquille, on pouvait dormir, on pouvait se réveiller quand on veut. Est-ce que vous êtes rassuré, vous avez peur de reprendre les cours aujourd'hui? Ah oui, un peu. Pourquoi? Surtout ma mère, parce qu'elle dit qu'elle a peur de tout ce qu'il y a ici.
Le 14 janvier dernier, la situation sécuritaire du pays avait rendu nécessaire la suspension des cours de cet établissement, indique l'ambassadeur de France au Mali. Aujourd'hui, les efforts menés par les autorités maliennes et françaises permettent d'assurer la reprise complète des activités de l'école, selon Christian Rouillet. On a fait l'effort avec l'autorité malienne pour permettre la réouverture de l'établissement. Je dis aussi bien, et je crois que c'est une préoccupation que je partage aussi avec les autorités maliennes, c'est de dire il y a toujours une menace. Par conséquent, il faut être toujours extrêmement vigilant. Et réouvrir le lycée ne veut pas dire qu'on baisse la garde du côté de la menace terroriste. Durant ces dernières semaines, le personnel a maintenu le lien pédagogique avec les élèves. Cela à travers une plateforme mise à la disposition des apprenants pour des cours à distance. Très contente. On fait la reprise parce que les cours à la maison, c'est pas évident. Avec la plateforme, les cours à distance, avec beaucoup d'enfants à gérer. Après le travail, quand on rentre à la maison, c'était pas évident. Avec la plateforme, les parents étaient obligés d'être à la fois enseignants et parents, ce qui est très compliqué avec nos tâches quotidiennes aussi, au bureau et à la maison, surtout pour les mamans. La sécurité de la zone est essentiellement assurée par des forces maliennes. Des experts français sont aussi présents pour évaluer régulièrement le dispositif mis en place. À Tombouctou, la sécurité est désormais l'affaire des forces armées maliennes et françaises et aussi des populations civiles qui comptent jouer leur partition. C'est dans cette optique qu'une réunion quotidienne se tient désormais entre les différents acteurs. Une réunion qui évalue et planifie les opérations de sécurisation de la région. Envoyés spéciaux, Chérif Moulay et Adama Djindi. Depuis la libération de la ville de Tombouctou, aucun coup de feu n'a été tiré. Autorités militaires et populations civiles tentent au mieux de maintenir ce climat de tranquillité. Pour ce faire, une rencontre tripartite quotidienne est organisée entre les forces armées de sécurité du Mali, l'opération Serval et le comité de crise composé des élus et notables de la ville. Ces réunions permettront de donner plus d'assurance aux populations civiles. Nous avons compris que l'armée veut travailler avec les représentants de communautés, autrement dit, les élus que nous sommes. Donc nous sommes mieux placés en tout cas pour donner vraiment notre avis par rapport à tout ce que l'armée est en train de faire et par rapport également à toute activité, en tout cas au niveau des communautés. Ces rencontres visent à mettre chaque partie au même niveau d'information et à planifier les actions sur le terrain. Moi je me dis que ces rencontres sont utiles et ces rencontres-là seront toujours utiles parce que le maire donne des idées, l'armée donne des idées, et voilà, donc en fonction, on planifie les patrouilles, et il y a des indications, il y a des fouilles, et au-delà de tout, ces fouilles-là ont porté fruit, ces fouilles-là ont permis de récupérer, en tout cas, des djihadistes qui étaient terrés et qui n'avaient pas où partir. L'objectif, c'est de travailler ensemble, de comprendre quelles sont les difficultés de la population sur Tombouctou, pour faire en sorte que la vie reprenne son cours, et que la sécurité de la ville soit assurée en permanence. Le constat est que les choses avancent. La vie à Tombouctou a commencé à reprendre. Maintenant, il reste quand même beaucoup de choses de travail à faire, entre autres au niveau des infrastructures, et je pense également au niveau de l'administration, pour que l'administration revienne maintenant sur Tombouctou, pour que la vie reprenne son cours. Maintenant, il appartient aux autorités de la ville de pouvoir transmettre ces messages-là. Et ce qui concerne le niveau militaire, pour l'instant, la sécurité dans Tombouctou est assurée. J'espère que ça perdurera. Cette démarche initiée par les élus a pu décanter à l'amiable pas mal de situations sur place en toute discrétion. Pour le retour de la paix au Mali, les groupements et associations musulmanes se mobilisent et également lecture du Coran, visite rendue aux militaires blessés ont été les temps forts des rencontres organisées par des différents groupements, à savoir l'Union des femmes musulmanes du Mali, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et l'association Hizbou Rahman, le commentaire de Moussa Fani. L'association Hizbou Rahman, c'est-à-dire les hommes dédiés, a organisé la séance de lecture de Coran pour le retour de la paix au Mali. Une occasion saisie pour faire des bénédictions pour le repos de l'âme des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Les musulmans de Hizbou Rahman ont également invité tous les fidèles à ne pas confondre l'islam et le terrorisme. La cérémonie était présidée par le guide spirituel de l'association Cheikh Chérif Bayaya Aïdara. Dans la même mouvance, l'Union nationale des femmes musulmanes a elle aussi procédé à une lecture du Saint-Coran avant de formuler des prières pour le Mali. Les femmes musulmanes prônent la paix, l'unité et la cohésion sociale dans notre pays.
Elles ont prié pour l'armée malienne et ses alliés, engagés sur les fronts pour la reconquête des 3 régions du Nord en cours. Quant au regroupement des leaders spirituels musulmans du Mali, il a fait part de sa solidarité en rendant visite aux militaires blessés au front. Une manière pour le regroupement des leaders spirituels musulmans d'accompagner notre armée dans sa mission régalienne. Actualité hors de chez nous au Kenya, la commission électorale a déclaré Uhuru Kenyatta officiellement élu président avec 50,07% des voix au premier tour. Visite officielle en France du président burundais Pierre Nkurunziza. Nelson Mandela est sorti de l'hôpital hier. L'ancien président sud-africain avait été hospitalisé à la veille samedi pour des examens médicaux. Suivons ensemble l'actualité africaine en bref et en images. La commission électorale kenyane vient de publier une copie des résultats de l'élection présidentielle. État par État, les chiffres détaillent la victoire du candidat Uhuru Kenyatta avec une très courte majorité de 50,07% des voix. Son principal adversaire, Raila Odinga, conteste ces résultats et prépare un recours devant la Cour suprême, dénonçant des irrégularités massives dans certaines circonscriptions. La Cour suprême, présidée par l'ancien militant des droits de l'homme Willy Mutunga, se dit prête à recevoir et étudier le recours. S'il était jugé fondé, il pourrait aboutir à un recompte des voix. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Au cœur des discussions, la coopération bilatérale entre les 2 États. Le Burundi a été inscrit dans la liste des pays prioritaires de l'aide française. Le Burundi affiche aussi sa volonté d'envoyer au moins 800 hommes au Mali. Un contingent que la France souhaiterait voir rapidement opérationnel dans les rangs de la force africaine. Paris salue par ailleurs la libération récente du journaliste Hassan Rouvakuki, survenu quelques jours avant cette visite. L'état de santé de Nelson Mandela est toujours sous haute surveillance en Afrique du Sud. L'ancien président âgé de 94 ans est rentré chez lui dimanche après-midi après avoir passé 24 heures dans un hôpital de Pretoria pour y subir des examens. Son état de santé serait satisfaisant selon les bulletins publiés par la présidence sud-africaine. En décembre dernier, le héros de la lutte anti-apartheid avait déjà passé près de 3 semaines à l'hôpital pour une infection pulmonaire. L'actualité dans le monde en bref et en images avec le principal accusé du viol collectif et du meurtre de l'étudiante en Inde qui s'est suicidée dans sa prison de New Delhi. Un tour au Japon où le peuple a commémoré le 2e anniversaire de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire depuis celle de Tchernobyl en 1986. On se rappelle le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 a frappé le nord-est du Japon déclenchant un tsunami. La catastrophe avait fait près de 16 000 morts et détruit une partie de la centrale numéro 1 de Fukushima Daiichi. 1 minute de silence, 2 ans exactement après le violent séisme suivi d'un tsunami et d'un terrible accident nucléaire à Fukushima. Comme l'empereur Akihito, les Japonais ont commémoré lundi cette catastrophe qui a fait près de 16 000 morts et 2 700 disparus, auxquels s'ajoutent plus de 2 500 personnes décédées depuis. En ce jour anniversaire, des victimes de l'accident nucléaire ont saisi la justice pour obtenir des compensations et exiger de TEPCO, la société exploitant la centrale, qu'elle accélère les travaux de décontamination. C'est dans cet hôpital de New Delhi que le corps du principal accusé du viol collectif d'une étudiante a été emmené lundi pour y être autopsié. Auparavant, les autorités pénitentiaires avaient annoncé que Ram Singh avait été retrouvé pendu dans sa cellule. Ses parents nient l'hypothèse d'un suicide et demandent que sa mort soit traitée comme un meurtre. Ram Singh conduisait l'autobus dans lequel la jeune fille et son compagnon étaient montés le 16 décembre dernier. Les agresseurs avaient passé à tabac le jeune homme, puis violé, battu et torturé l'étudiante, qui avait fini par succomber à ses blessures. L'affaire avait soulevé une vague d'indignation à travers tout le pays. La colère des chrétiens pakistanais, ils ont protesté dimanche dans plusieurs villes du pays contre le saccage la veille d'une centaine de maisons dans un quartier chrétien de Lahore par une foule de musulmans en colère. Ces violences, qui n'ont fait aucune victime, sont intervenues après l'arrestation d'un chrétien accusé d'avoir tenu des propos blasphématoires contre Mahomet, le prophète de l'islam, un crime passible de la peine de mort au Pakistan. Les tensions religieuses se multiplient dans ce pays à plus de 97% musulmans, où les attentats contre la minorité musulmane chiite ont déjà fait 250 morts cette année.
La nouvelle présidente sud-coréenne a réuni lundi pour la première fois son cabinet ministériel alors que la tension est à son comble avec son voisin nord-coréen. Condamné tant par Pyongyang que par ses militants pacifistes sud-coréens, Séoul et Washington ont entamé leurs manœuvres militaires annuelles, des manœuvres qui interviennent après une semaine de très fortes tensions dans la péninsule, la Corée du Nord ayant brandi la menace d'une guerre thermonucléaire et averti les États-Unis qu'ils s'exposaient à une frappe nucléaire préventive. Retour à l'actualité nationale, le renforcement des capacités des femmes dans la sauvegarde et la promotion du dialogue interculturel, c'est le thème d'un séminaire sous-régional qui a démarré ce matin et qui regroupe pour 2 jours des femmes leaders de la sous-région. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers l'UNESCO. Le reportage de Nando Dambeli. Le présent séminaire s'inscrit dans la perspective de la reconnaissance du rôle et de la place de la femme dans la construction et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ces initiatives innovantes et encourageantes doivent être renforcées et mises en évidence dans le cadre de la sauvegarde et de la promotion du dialogue entre les cultures en vue de faciliter une meilleure compréhension des enjeux du dialogue interculturel et des conditions de sa réalisation à l'échelle locale, nationale, voire régionale et internationale. Aujourd'hui, d'un bout à l'autre du continent africain, d'innombrables associations féminines nationales, sous-régionales et régionales œuvrent activement en faveur de la paix et de la création des réseaux inédits, ouvrant de nouveaux espaces pour la résolution non violente des conflits. En termes de développement économique et humain, les cultures connaissent des chances et des destinées inégales. Cette inégalité, si elle est mal gérée, peut conduire à des situations regrettables. Des jours durant, les femmes venues du Burkina Faso, de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et bien sûr du Mali vont travailler afin d'aider les autorités de nos pays respectifs à instaurer la paix et consolider la cohésion sociale. 5 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget prévu pour les activités de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal ADRS au titre de l'année 2013. Le deuxième conseil d'administration de la structure examine le dit budget. Les administrateurs feront également le bilan des activités menées par l'ADRS en 2012. Agali Agagissa. Après une année d'existence de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal ADRS, les administrateurs se retrouvent pour faire le bilan des activités réalisées. On dénombre ainsi la réalisation de plusieurs activités dont l'aménagement des infrastructures hydro-agricoles et socio-économiques. En 2012, l'agence a aménagé 16 périmètres maraîchers pour les femmes, 13 périmètres irrigués, dont 10 à Caille et 3 dans le cercle de Baflavé, et 6 bas-fonds, 1 dans la zone de Walia et 5 dans la zone du Sbianya. La structure prévoit une enveloppe d'environ 5 milliards 207 millions de francs CFA pour la poursuite de ses activités en 2013. D'autres activités capitales dans la mise en valeur de la vallée du fleuve Sénégal peuvent également voir le jour. L'espoir est permis et pour les populations de la zone d'intervention de l'agence avec le démarrage probable de 2 nouveaux projets. Il y a d'abord le projet de développement intégré du district de Kita et ses environs pour un montant d'environ 12 milliards de francs CFA. Et le deuxième projet, c'est le projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal, PGIR phase 2, et pour un montant d'environ 10 milliards de francs CFA. Ces projets sont destinés notamment à la réalisation d'infrastructures en hydro-agricole. L'ADRS se fixe comme objectif le développement de la vallée du fleuve Sénégal. Il s'agit là d'un vaste programme d'aménagement hydro-agricole et de renforcement des capacités des producteurs pour le bien-être des populations riveraines du fleuve Sénégal au Mali.
7e session du conseil d'administration de l'Union des sociétés coopération de construction immobilière du Mali. Le point était à l'ordre du jour. Il s'agit du bilan de 2012 et les perspectives de l'année en cours avec un budget prévisionnel de 65 millions de francs CFA. Le compte rendu de Youssouf Diakité. Ils sont 54 sociétés coopératives d'habitat, membres de l'Union des sociétés coopératives de construction immobilière du Mali, à prendre part à cette 7e session du conseil d'administration. Une session qui focalise les débats sur deux questions fondamentales, à savoir le bilan de 2012 et les perspectives pour 2013. Les résultats concrets pour nous s'articulent autour de deux volets. Le premier volet, c'est le renforcement des capacités et le renforcement de la structuration du mouvement coopératif. Comme vous savez, l'État malien n'a pas lésiné sur les moyens de dispenser des cours spécifiques à travers des ateliers et des séminaires pour le renforcement des capacités des coopérateurs. Et aussi avec la participation de l'Union européenne à travers les ONG ADR et ADFA et également du programme des Nations Unies pour le développement à travers le PAOS 1. Et deuxième volet, c'est l'accès au foncier. L'année dernière, notre budget tournait autour de 45 millions. 45 millions, mais aujourd'hui, nous avons un budget prévisionnel de 65 millions. Le président a ensuite demandé l'engagement et la cohésion des coopérateurs qui constituent, selon lui, le seul gage pour relever les défis qui se posent aux sociétés coopératives du Mali. Les représentants des ministères du développement social, de la communication et celui de l'urbanisme ont tous réaffirmé leur accompagnement en vue de gagner le pari de l'accès de tous à un logement décent. La 3e édition de l'exposition de vernissage des détenus du centre de Bolé, l'édition de cette année initiée par Beka Film, était centrée sur la crise malienne à travers des œuvres comme la peinture, le bogolan et la photo-vidéo. Al-Jumatina nous donne les détails. Malgré qu'elles soient incarcérées, les détenus du centre de Bolé ont participé à leur manière aux festivités du 8 mars. Cela est rendu possible grâce à Beka Film, qui offre l'opportunité à celle-ci afin de pouvoir s'exprimer à travers la fabrication des œuvres d'art. J'espère que ce projet va être un déclic pour que soit mis en place un dispositif d'animation, pas animation seulement distractif, mais parce que ces animations culturelles, ces activités culturelles peuvent vraiment apporter quelque chose à ces femmes détenues, parce qu'elles peuvent se redécouvrir, elles peuvent retrouver leur estime de soi, elles peuvent savoir qu'elles servent encore à quelque chose dans la société. La visite guidée aura permis aux initiateurs et au public nombreux de s'imprégner du talent et de la créativité dont ont fait montre les détenus. Elles étaient 14 femmes et réparties entre différentes œuvres. Ces détenus ont d'abord fait 6 jours d'ateliers de formation pratique sous la direction des encadreurs avant d'exposer leurs produits. Elles nous ont facilité une de nos missions parce que ces détenus-là qui sont là, à leur sortie, quand elles ont appris déjà ici à faire certaines choses, ça va éviter la récidiviste. Le travail n'a pas été du tout compliqué. D'abord, elles étaient impliquées, elles ont pris le travail au sérieux. Les techniques n'ont pas été difficiles à assimiler. Elles étaient très contentes. Que ce soit la photo vidéo, en passant par le bogolan, les détenus ont manifesté leur souhait pour le retour de la paix et l'union entre le peuple malien. Et en sport, le président de la Confédération africaine de football CAF, Issa Hayatou, seul candidat à sa succession, a été réélu pour un 7e mandat hier à Marrakech. C'était lors de la 35e Assemblée générale de la CAF, âgé de 66 ans et président de la CAF depuis sa première élection en 1988. Il a été réélu à l'unanimité. Indéboulonnable, Issa Hayatou. Pour la 7e fois consécutive, il a été reconduit à la tête de la Confédération africaine de football. Un vote à l'unanimité et sans véritable enjeu. Son seul adversaire, Jacques Anouma, ancien de la Fédération ivoirienne de football, n'avait pu se présenter à cause d'un amendement adopté l'année dernière. Pour certains professionnels du football africain, Issa Hayatou doit sa réélection à son bilan. Il continue toujours à travailler pour le football africain parce que nous ne devons pas
exclure qu'il a fait pas mal de choses. Les places que nous avons au niveau des compétitions des Jeux Olympiques. Et puis au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes passés de 8 équipes à 16 équipes. Mais les années Hayatou, ce sont aussi des scandales en tout genre. En 2010, il est accusé d'avoir touché des pots de vin. Une personnalité controversée qui reste néanmoins populaire au sein des fédérations nationales. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais moi je préfère considérer qu'il y a d'abord présomption d'innocence. Aucune preuve formelle n'a été établie attestant que M. Issa Hayatou s'était rendu coupable de telle ou telle malversation. Formation des joueurs, renforcement des sélections nationales, les professionnels attendent beaucoup de ce nouveau mandat. Le dernier, si l'on en croit Issa Hayatou, âgé aujourd'hui de 66 ans. Il devrait se consacrer à la fondation qu'il vient de créer. Elle viendra en aide aux ex-gloires du football africain en difficulté. La chronique santé du jour s'intéresse aux grossesses gémellaires et aux grossesses multiples. C'est quand l'être humain donne 2 ou plusieurs bébés en une grossesse, un phénomène pas très bien expliqué qui tend à prendre de l'ampleur avec la procréation médicalement assistée, un système qui a ses risques. C'est pourquoi d'ailleurs les spécialistes préfèrent contrôler de près la future maman et aussi les bébés pour éviter des conséquences néfastes. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Dambélé. Conçu pour avoir un seul enfant par grossesse, l'être humain peut souvent donner naissance à 2 ou plusieurs enfants à la fois. On parle donc de grossesse gémellaire quand c'est 2 enfants ou de grossesse multiple quand il s'agit de 3 enfants ou plus. Celles-ci peuvent être d'un seul ovule comme elles peuvent provenir de 2 ovules. C'est là qu'intervient l'inexpliquée division des cellules embryonnaires au premier jour de la grossesse. Mais quand la division de l'œuf ovulé intervient 2 semaines après l'ovulation mais ne se termine pas, cela provoque les siamois. Une femme jumelle a beaucoup plus de chances d'avoir des jumeaux dans sa vie qu'une femme qui n'est pas jumelle. Il y a l'âge des femmes et le nombre de grossesses avant. Les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et entre 30 et 40 il y a une explosion. Et il y a certaines femmes qui, pour des raisons qu'on connaît maintenant, et on sait que la femme, quand elle prend de l'âge, l'ovulation n'est pas mensuelle. Elle peut ovuler peut-être 3, 4, 6 fois par an. Elle peut faire 3, 6 mois, elle ne fait pas d'ovulation. Et du coup, elle peut faire 2, 3 ovulations. Et c'est ce qui va donner des grossesses multiples. Bon, on sait qu'il y a une situation exceptionnelle. Certains pays ont vu l'explosion de ces grossesses multiples-là. Lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, en France, il y a eu une explosion de ces grossesses multiples-là. On peut parler aussi de l'ethnie. Les statistiques situent le pourcentage des grossesses multiples entre 1,9 et 2% en Europe. En Asie, elles sont à 3% et en Afrique à 5% avec une forte prévalence chez les Yoruba. De nos jours, avec le développement de la procréation médicalement assistée et des techniques comme la fécondation in vitro, les grossesses multiples ont tendance à être encore plus fréquentes. La fécondation in vitro, on peut transférer 2 à 3, voire 4, 5, 6 embryons. Voilà. Et c'est le cas de Nadia Suleiman en Californie, où on avait effectivement transféré 6 embryons. Mais il y a 2 de ces embryons qui se sont divisés encore, ce qui a donné 8. Les techniques d'assistance médicale à la procréation, les résultats sont de 20% de grossesses gémellaires. Vous voyez la différence entre le naturel et quand la fécondation in vitro intervient. 20% de grossesses gémellaires avec la fécondation in vitro. Il existe des arguments selon lesquels l'alimentation a un rôle dans la survenue des grossesses multiples. Même type d'argument autour de la pilule contraceptive qui met les ovaires au repos et peut provoquer après des ovulations groupées. Mais les grossesses multiples sont réputées être des grossesses à haut risque. Il y a autant de risques pour la maman que de risques pour l'enfant les enfants qui vont naître de ces grossesses gémellaires. C'est pour cela que les Européens redoutent beaucoup ces grossesses-là, parce que le suivi doit être très rapproché et très régulier. C'est des grossesses à haut risque qui peuvent aller jusqu'à la mort de la maman et des bébés. Un risque de césarienne, on a dit que c'est des femmes qui ont 50%, plus de 50% de ces grossesses se terminent par une césarienne. Il y a des risques de rupture utérine, des risques d'hémorragie, de la délivrance, de postpartum. Il y a beaucoup de risques pour les femmes avec ces grossesses multiples-là. Alors, les enfants, c'est le risque
de prématurité, de faible poids à la naissance, de détresse respiratoire chez ces enfants, et voire même de décès quelquefois, de retard mental chez certains de ces enfants-là. L'une des particularités de ces grossesses, c'est que quand elles sont gémellaires, leur durée moyenne est de 7 mois et demi, alors que quand elles sont triplées, la durée moyenne de la grossesse est de 7 mois et de 6 mois et demi pour les quadruplés. Nous sommes à la fin de cette édition. L'info continue sur notre site internet www.ortm.ml. Je vous retrouve demain pour les éditions du soir, mais avant, vous serez en compagnie de Amadou Sankaré à 13h. Merci et très bonne suite de nos programmes.